Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir proposé de parler d'un sujet un peu difficile, soigner malgré la malveillance. Un sujet qui m'interpelle beaucoup depuis plusieurs années, en particulier depuis le Covid, mais même ça a commencé avant. Alors, je vais dire des choses méchantes sur les patients. Et bien sûr, j'ai un conflit d'intérêt. Je suis médecin, professeur de médecine, membre de l'Académie de médecine, j'ai 61 ans et je suis un homme. Et donc, vous voyez, je suis dans une position anthropologique où dire de mal des gens qui sont en situation de faiblesse, ça a l'air complètement incongru. Et pourtant, dans mon métier de psychiatre, quand on pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, on se les dit. Même si ça a l'air absurde et déplacé, il faut quand même en discuter. Et je vous propose d'en discuter parce que je côtoie beaucoup de soignants en supervision, dans un service de psychiatrie, etc., etc. Et ils vont mal, vous êtes au courant. Alors ils vont mal parce qu'ils sont maltraités par la société, etc., etc., et parce qu'ils sont maltraités par les patients. Et ça, on le dit qu'on arrive à le verbaliser qu'en petit comité, et on a honte de le dire, et parfois c'est même un repas après avoir bu un petit peu, et là on se sent libre de dire qu'on n'en peut plus, et que c'est difficile, et qu'ils nous font chier, quoi. Voilà, c'est juste plus possible. Et donc, voir que ça existe et qu'on ne peut pas en parler, c'est pas bien. Donc je vous propose, dans un espace où le devoir est de parler et de réfléchir, de mettre les choses sur la table. Alors, je pense que c'est d'autant plus important que ça se passe aujourd'hui que vous savez que le 8 juin dernier, il y a eu le rapport donné par la mission sur la sécurité des soignants. Vous voyez, on est déjà... Donc, il y a quand même une prise de conscience. Quel niveau de prise de conscience? D'abord, en préambule, la violence psychologique n'a pas été abordée. Comme si dans la violence, il n'y avait que les agressions physiques. Si ça ne s'appelle pas du déni. Et alors, après, les stratégies susceptibles d'être proposées par le gouvernement, c'est mettre en place des dispositifs d'alerte, une formation à la gestion de l'agressivité, améliorer la réponse pénale, accompagner les victimes dans les démarches judiciaires. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a des médecins et des soignants qui sont agressés, c'est vrai, c'est pas bien, mais en gros, ils se font agresser par des gens barges, et donc, parce que, voilà, c'est comme ça, et donc, on va gérer, quoi, de façon ultra comportementale, on va les accompagner dans leur démarche judiciaire. Non mais, c'est quand même... c'est le niveau zéro de la prise de conscience d'un problème. En principe, alors pas toujours, mais en principe c'est quand même bien de se poser la question pourquoi il y a un problème. Même si les traitements ne sont pas toujours en lien avec les causes, c'est quand même bien de se poser la question des causes. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer, dans les 25 minutes qui restent, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi il y a eu cette commission? Pourquoi on en parle plus? Pourquoi les soignants le vivent plus maintenant qu'avant? Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une distorsion d'une situation? Alors, il va y avoir trois parties. La première partie, c'est on vit dans une société. Il faut comprendre comment elle fonctionne et que forcément, si les patients et les soignants vivent ça, ça dépend de la société. Donc on va parler de la société, on va aller parler des patients. Qu'est-ce que c'est un patient aujourd'hui? Et en fait, c'est pas si clair que ça. Et puis on va parler, alors des soignants, moi je vais vous parler des médecins parce que c'est ceux que je connais le mieux, parce que je leur enseigne, j'en ai en supervision, etc. Et puis on aura une petite conclusion. Alors, à propos de la société, je vais utiliser deux gros mots, mais ça résume bien la situation. De mon point de vue, notre société aujourd'hui, c'est le mélange cynique de postmodernité et de libéralisme économique. Alors, postmodernité, c'est un gros mot, il y a des sociologues qui disent que ça n'a pas de sens, etc. Moi, ça me parle. Ça me parle, donc je l'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une société où, pour partie, il y a ce qu'on a appelé une fin des méta-récits, c'est-à-dire que Dieu, c'est plus tellement à la mode,
il n'y a plus la première chaîne de télévision qui était un récit qui unifiait la société, et puis même la science qui était un récit qui unifiait la société, ben c'est plus tellement, vous avez vu ça avec le Covid, hein, il y a une espèce de pruderie antiscientifique qui transpire un peu dans une certaine partie de la population, même une partie importante de la population. Donc il n'y a plus de méta-récit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Moi, le fait qu'il n'y ait plus de Dieu, ça ne me dérange pas. Après, les dominations de classe, ça suffit, et ça c'est bien. Je jette. Et puis, le sujet singulier, la notion d'identité du sujet devient quelque chose de très fort. Vous voyez à quoi je fais allusion, et pourquoi pas. Et puis, on a droit, du coup, du fait de cette identité, à un droit au bonheur et à la réalisation de soi. Pourquoi pas? Mais alors, c'est là qu'on voit la récupération par le libéralisme économique, c'est qu'il n'y a plus seulement un droit au bonheur et à la réalisation de soi, il y a une injonction au bonheur et à la réalisation de soi. Il y a un très bon bouquin qui a été écrit, Happycracy. On vit dans une société où il y a des happychondriaques. Si vous n'êtes pas heureux sans arrêt, alors vous êtes louche. Et puis, il faut être heureux en permanence. Et bien sûr, comment être heureux? En consommant, en répondant aux injonctions de la publicité. Et ça revient un peu à ça, quand même. C'est là qu'on voit le mariage cynique entre postmodernité et libéralisme. Alors vous direz, oui, d'accord, mais ça ne touche pas le monde de la santé. L'OMS est une institution postmoderne. Hein. La définition de la santé, c'est la quintessence du bonheur. La définition de la santé mentale, il y a la réalisation de soi et l'accomplissement d'un travail productif dans la définition de la santé mentale de l'OMS. Si ça n'est pas en lien avec le libéralisme économique, donc on est dans une société qui est comme ça. Alors, comment on la vit? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme vous avez droit à vous réaliser, que vous êtes unique, etc., je reprends le titre d'un livre d'Elisabeth Roudinesco, « Soi-même comme un roi ». Donc tout le monde est un roi. Tout le monde est un roi, et donc je suis un roi, tout le monde est à mon service. Et d'ailleurs, comme on est dans un environnement libéral, tout ça va se mesurer. On va mesurer la satisfaction, on va mesurer le niveau de qualité des soins, etc., etc., etc. Alors en plus, ce qui est quand même un peu fou, c'est qu'on est tous des rois, mais du coup, on se sert les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que forcément, si vous êtes tous à mon service, mais à un moment donné, moi je vais être à votre service. Alors ça, du coup, ça pose un problème, on appelle ça en termes psy, un clivage, quoi. Par moment, vous allez être le roi, par moment, vous allez être l'esclave. Et c'est insupportable, bien entendu. Sauf pour les retraités. Le retraité est un roi et tout le monde doit être à son service. Alors, j'en vois qui sourit, parce que c'est juste vrai. Alors, pas tous, je généralise, bien sûr, pas tous, mais beaucoup. Et vous voyez où je vais en arriver. Alors vous me direz, oui, mais le soin, c'est quand même différent. Mais regardez le discours qu'il y a autour de l'organisation du soin. Par exemple, un truc évident. Le patient doit être au centre du système de soins. Ça a l'air bien. Mais en fait, c'est comme à Auchan. Le client doit être au centre de nos préoccupations. Et nous verrons dans la conclusion qu'il ne faut pas que le patient soit au centre du système de soins. Il faut que le soin soit au centre du système de soins. Mettre le patient au centre du système de soins, c'est obéir à une logique de libéralisme économique, à une injonction de performance quantifiée, etc., qui est dysfonctionnelle. Donc ça, c'est la société. Alors après, arrive le patient. Alors d'abord, le premier point, c'est que le patient n'existe pas. Il y a des patients et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors d'abord, il y a le patient malade. Alors là, d'accord, on voit de quoi on parle, avec il est malade, c'est-à-dire il y a une plainte. Moi, je rajouterais même, il y a une rupture dans l'existence. Cette plainte est en lien avec une rupture. Pour moi, la rupture constitue le malade. Et puis, cette rupture vous met face à la mort, puisque c'est un problème
incontournable chez l'humain, la question que nous allons mourir, même si on ne veut pas du tout le conscientiser, on ne peut pas conscientiser notre propre mort, nous savons qu'elle est inéluctable, et ça fait flipper. Et ben, quand on rentre dans la consultation avec le médecin, eh bien nous sommes face à la mort et nous sommes en détresse, et cette détresse mérite de la bienveillance. Et là, moi, c'est ce que je fais avec mes patients. Mais ça, c'est le patient malade. Mais il y a des patients qui ne sont pas malades. C'est le patient qui vient chercher un certificat médical pour faire une compétition de golf. Ça n'a rien à voir avec Canguilhem et compagnie. Alors vous me direz, oui, mais quand même, ça ne court pas les rues, les gens qui vont faire... D'abord, les certificats, il y en a plein, mais c'est... Qu'est-ce qu'on traite en général comme patient en médecine de ville? Ben, de l'hypertension, un diabète non insulino-dépendant, un rhume. Mais tout ça, ce n'est pas des malades. Quelqu'un qui est hypertendu, qui a un diabète non insulino-dépendant, il n'est pas malade. Et même, on le fait chier en le soignant. On lui demande de se piquer, de surveiller, etc., de prendre un médicament qui a des effets indésirables, alors que lui, il se sent pas mal. Donc on l'ennuie avec notre soin. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi? Alors, les troubles musculo-squelettiques, mais là c'est encore pire, c'est qu'ils vont pas bien et on ne sait pas les soigner. Et ça, c'est la majorité des patients que l'on voit. Ce n'est pas le malade qui est face à la mort et qui est en détresse et pour lequel il faut une bienveillance absolue et universelle. Ce en quoi je suis complètement d'accord, mais la plupart du temps, on a des gens qui viennent et ils n'ont pas envie de venir nous voir. C'est juste qu'ils doivent venir une fois par mois, une fois par an pour le fond d'œil, etc. Et ils oublient, et on va leur redire qu'ils n'ont pas suivi leurs règles hygiéno-diététiques, et qu'ils sont trop gros, et qu'ils ne font pas de sport, etc. Oui, ça n'a rien à voir. Alors, après, du coup, le patient, il n'est pas content, et il le dit sur Google Entreprises. Je ne sais pas si vous avez vu les appréciations que les patients mettent sur leur médecin sur Google Entreprises. C'est d'une maltraitance absolue. C'est infect, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il ne vient plus au rendez-vous, vous êtes au courant. Hein. On clique sur Doctolib, libéralisme économique, je viens là, ah ben non, je ne viens pas. Alors qu'il y a 6 mois de liste d'attente. Et quand ils viennent, ah ben, vous venez pourquoi? Ah ben en fait, je suis guéri. Ben pourquoi vous venez? Ben parce que j'avais le rendez-vous, alors comme ça ne coûte rien, je suis venu vous voir pour, voilà, on ne sait jamais, peut-être que j'ai quelque chose, mais votre rendez-vous, il y a des gens qui attendent pour, oui, mais pourquoi? Pourquoi je ne viendrai pas? Hein, puisque je suis un roi. Et puis je suis expert de ma maladie. Je suis un sujet unique, ma maladie elle est unique, et c'est moi qui la connais le mieux. Alors le médecin que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il connaît lui? Il me raconte des trucs, mais il ne peut pas me comprendre. Il ne peut pas me comprendre dans la grandeur de ma singularité. Et puis dans la vie, vous avez des gens bêtes et méchants. Ça arrive. Quand ces gens-là deviennent malades, c'est les malades bêtes et méchants. Alors vous me direz non, quand même, il ne faut pas dire ça. J'ai une collègue dermatologue, plusieurs fois par mois, elle a des hommes qui viennent la voir pour des lésions sur le gland, quand elle les examine, ils sont en érection, et en fait, ils viennent pour se faire toucher, pour se faire masturber, rembourser par la sécurité sociale. C'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est pas bien. Et comment voulez-vous, quand vous êtes soignant, vivre un truc comme ça? Et puis, vous avez alors la question du sujet âgé. Alors c'est aussi le tabou parce qu'ils sont vulnérables, comme ils sont âgés, etc. Alors un jour, j'ai dû faire une revue de la littérature des troubles psychiatriques des sujets âgés, ce qui est complètement contraire à ma tranche d'âge, mais justement c'était intéressant parce qu'on voit un peu, vous voyez, le sujet âgé est un peu en miroir de ce qui se passe dans l'enfance au niveau de la dépendance, etc., etc. Donc je regarde, et là j'ai été surpris, il y a une prévalence de troubles psychotiques très élevée chez le sujet âgé, ce qui, en termes psychiatriques, n'a aucun sens, parce que les troubles psychotiques, c'est la schizophrénie, troubles bipolaires, etc., et ça n'arrive pas, ça ne se déclare pas chez le sujet âgé. Et donc je ne comprenais pas pourquoi les études épidémiologiques disaient des trucs comme ça. Mais c'est qu'en fait, c'est un biais de mesure, et je pense que vous comprendrez tout ce que je veux dire. En fait, un certain nombre de sujets âgés ont un déclin cognitif, ils ne sont pas forcément déments, mais ils ont un déclin cognitif.
C'est même assez fréquent au-delà de 80 ans. Or, quand vous avez un déclin cognitif, eh bien, en fait, vous pouvez avoir des désinhibitions et des efflorescences paranoïaques, des traits persécutifs. Et donc, pour le dire vite, il y a plein de vieux parano. Et c'est une réalité qu'on doit bien constater. Or, c'est pas cool de soigner des paranos. Parce que quand vous leur dites quelque chose, eh ben, ils ont peur que vous les persécutiez et que ça soit pas bien, en fait. Et ils vous le disent, et ils sont méfiants, et ils ont l'hypertrophie du moi, et ça marche. Hein. Ben, je vous garantis que pour les soignants, c'est pas facile. Et la peine est encore plus lourde quand c'est des médecins femmes. Vous avez une médecin femme un peu jeune, mais c'est terrible parce que la patiente, si c'est une patiente âgée, ben, elle voit une femme qui se réalise dans sa vie, qui est dynamique et qui est en position de supériorité. C'est insupportable, donc on l'agresse. Et si c'est un patient, ben, c'est encore pire. C'est une femme qui va lui donner des ordres sur... Ben, c'est juste pas tolérable, ça. Donc on va l'agresser. Parce qu'en plus, elle ne peut rien dire. Comme elle est en position de soin, elle n'a pas le droit de m'agresser, c'est à sens unique. C'est trop fort. Bon, alors après, oui, après, les patients... quelque part, du fait de leur statut de patient, peuvent légitimer une forme d'agressivité, d'abord parce qu'ils ont peur. On a peur de ce qu'on va m'annoncer, et quand on a peur, on est irritable. Quand on est irritable, on agresse. Et puis, c'est vrai que le post-Covid fait que nous sommes tous plus ou moins irritables, et que ça en a rajouté une couche. Alors ça, c'était pour les patients. Maintenant, pour les médecins. Alors d'abord, parce que ce que j'observe là, c'est surtout chez les jeunes médecins. Les médecins de mon âge, en fait, bon, ben, ils ont l'habitude, ce truc-là. Et puis, les médecins de mon âge, en fait, ils engueulent les patients, hein, vous savez. Ça ne les gêne pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été formés à tout ce que vous faites. Hein. Alors que les jeunes patients sont beaucoup plus sensibilisés à ça, les jeunes médecins. Les jeunes médecins... Et il y a un truc qui est flagrant, c'est qu'on ne les avait pas prévenus que ça se passerait comme ça avec leurs patients. Parce qu'on leur apprend un truc, alors eux, c'est pas la fac de médecine, c'est pas postmoderne du tout, hein. C'est très moderne. Il y a une vérité scientifique, universelle, etc. Il y a des maladies, les maladies, après il y a l'évidence-based médecine, et après les patients ils sont guéris. Et bien sûr, les patients acceptent tout ce qu'on leur dit, puisque c'est pour leur bien. Si c'est pour leur bien, alors ils l'acceptent. Sauf que dans la pratique, vous êtes au courant, ça ne marche pas comme ça. Et donc pour un jeune médecin, c'est juste incompréhensible. C'est juste incompréhensible qu'on propose un traitement et ils ne le suivent pas, et même pire, ils disent qu'ils l'ont pris et en fait ils ne l'ont pas pris. Donc, en plus, ils ne font pas confiance. Et donc c'est très déstabilisant pour un jeune médecin de se retrouver face à une situation pour laquelle il n'a pas du tout été formé. Alors, autre point, le jeune médecin, on ne lui a pas dit qu'il était face à une injonction paradoxale. Alors ça, je pense que c'est très important qu'on en discute. Parce que, bien sûr, d'un côté, on lui dit « tu ne dois pas avoir de position d'autorité ». Attention, le paternalisme médical, tout ça, c'est has-been et tout ça. Il faut respecter l'autonomie des patients, autonomie, un enjeu éthique qui est incontournable. Et ça, ils savent ça. Et d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que tu es? Tu es plus ou moins, surtout vu comment la sécurité sociale traite les soignants aujourd'hui, tu es un prestataire de service. Sauf que, en fait, quand on dit tu ne dois pas être en position d'autorité, en fait c'est faux. On demande aux médecins d'être en position d'autorité. Et, alors, vous me direz, ah ben non, pas du tout. Alors, en tant que psychiatre, j'ai déjà fait des certificats pour hospitaliser des gens contre leur gré. Si ce n'est pas de l'autorité. Alors vous me direz, ah oui, mais ça c'est une exception, c'est la psychiatrie, voilà, on retombe chez les fous. Mais non, tous les jours aux urgences, vous avez une personne âgée qui vient, qui est déshydratée, etc., qui veut rentrer chez elle. On ne va pas la laisser partir chez elle. Elle va être seule, elle risque de mourir. On va lui dire, Madame Machin, hop, on va vous garder quelques jours, on va vous réhydrater, je ne suis pas d'accord. Et c'est bienveillant, c'est bienveillant.
Et c'est de l'autorité. Par moment, j'ai des patients, alors moi je reçois des familles, par moment les familles me disent, ben voilà, on a vu, il est hyperactif, etc., on voudrait le traitement. Ben, moi je fais l'entretien, je dis d'accord, il est un peu hyperactif, mais je ne prescrirai pas le traitement, pour des raisons éthiques. Parce que ce médicament a des effets indésirables, parce que ce médicament pointe sur l'enfant le fait que c'est lui qui ne va pas bien, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça, le fait de bouger beaucoup, etc. Et ça c'est de l'autorité. Et j'assume d'avoir des positions d'autorité dans ce cas-là, parce que c'est bien. Or, on n'a pas du tout formé le jeune médecin à exercer des positions d'autorité. On lui a même jamais dit que ce qu'il faisait relevait de la violence. Un chirurgien qui fait une thoracotomie, c'est de la violence. C'est de la violence. Une ordonnance, c'est de la violence. C'est une violence symbolique, parce que la plupart des médicaments sont des poisons. Et donc j'inscris sur une feuille que le patient va prendre des poisons, et c'est moi qui le dis. C'est une violence. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un sociologue qui disait que dans nos sociétés modernes, la police, l'armée ont le monopole de la violence, légitimité de la violence, ils oublient le médecin. Le médecin a le droit d'empoisonner ses semblables. C'est pour les sauver, mais parfois, ça les tue. Et ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit, or c'est une injonction sociale qui est paradoxale, puisqu'en même temps, on nous dit que nous ne devons pas être en position d'autorité. Alors en plus, bien sûr, comme il est jeune, et que je pense que, je veux dire le médecin, je pense qu'il y a un vrai changement de société générationnel, sur lequel on pourra discuter, mais je pense que ça vient de la communication qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc., qui fait que pour certains jeunes, ça peut être dramatique, avec du harcèlement, mais pour la majorité des jeunes, ça stimule les cognitions sociales, c'est-à-dire que sans arrêt, vous êtes obligé de penser à ce que l'autre va interpréter de ce que vous écrivez, et que les jeunes générations ont un niveau d'empathie au sens étymologique supérieur aux plus anciennes générations. Et ça, moi je le vis avec mes patients et avec mes étudiants, c'est assez spectaculaire. Mais du coup, leur seuil de tolérance à l'agressivité est devenu beaucoup plus bas. Et donc ils se sentent agressés, en particulier par des gens qui n'ont pas été conditionnés comme eux à écouter, à interpréter ce que les autres leur disent. Et donc, ils sont plus sensibles, et certains patients s'en rendent compte, et ils deviennent des proies faciles. Et puis je conclurai par le fait, quand même, qui n'est pas négligeable, c'est que quand vous allez voir un médecin, ça ne coûte rien. Et vous savez que quand ça ne coûte rien, ça ne vaut rien. Si ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Et vous avez aujourd'hui des patients qui vont voir des médecins et qui... oui, ah oui, vous êtes sûr ça, d'accord. Ah bon, moi j'ai lu sur internet que c'était pas ça. D'accord, si vous me le dites, hein, c'est vécu comme une agression par le médecin qui a passé 10 ans de sa vie, voire plus, à travailler, à ne pas dormir la nuit, pendant les gardes, etc., et à se sentir déqualifié dans sa position. Alors j'en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est qu'il y a une malveillance systémique auprès des soignants. Cette malveillance systémique, elle vient de la société dans son ensemble. Et je vous garantis que quand vous parlez avec des médecins libéraux aujourd'hui, comment ils vivent leur relation avec la Caisse nationale d'assurance maladie, eh bien c'est de la malveillance. C'est de la malveillance. Aujourd'hui, il y a des dermatologues, il y a tous les dermatologues français qui ont reçu une lettre de la CNAM leur disant qu'ils prescrivaient du Roaccutane sans faire des tests de grossesse. C'est quand même, c'est d'une violence extraordinaire. Ils font une faute médicale alors que c'est pas vrai. Et donc on culpabilise. Donc le syndicat a répondu, c'est vraisemblablement une erreur dans le croisement de variables sur le système national des données de santé. Donc un, c'est systémique, et deux, certains patients, pas tous, mais quand vous voyez 40 patients par jour,
eh bien, s'il y en a 5, 7 qui vous agressent, votre journée, elle est foutue le soir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dire. Il faut le dire, même si ce n'est pas agréable à entendre. Et puis, il faut sortir du mélange cynique de postmodernité et de libéralisme économique. Voilà. C'est pas compatible avec un soin tel que moi je le pense. Et en particulier, le médecin, les soignants ne sont pas des prestataires de services, ce sont des humains engagés dans une relation thérapeutique. Ça n'a rien à voir avec être un prestataire de service. Que le patient n'est pas au centre du système de soins, le soin est au centre du système de soins, et le soin c'est quelque chose de systémique. On ne peut pas séparer un soignant d'un soigné d'une structure de soins. On ne peut pas, c'est comme une famille c'est un tout, un soin c'est un tout. Et pour que le soigné aille bien, il faut que le soignant aille bien. Et si le soignant fait son métier, c'est que le soignant y trouve quelque chose, au-delà du salaire qu'il a, du service qu'il donne, du service pour lequel il y a une utilité qui est transformée en euros. C'est beaucoup plus que ça. C'est un engagement avec une quête de sens dans ce qu'on fait, dans son activité de soignant. Et il faut que ça soit reconnu par la société et par les patients. Merci de m'avoir écouté.